En fait, moi, c'est Joseph Tchindakenfo. Je suis Camerounais. Je suis au Canada, ici au Québec, à Montréal, depuis 3 ans et demi. Je suis Camerounais francophone, parce que le Cameroun, c'est un pays bilingue. Je suis aussi Bamileke, originaire de l'ouest du Cameroun. Mon village, plus précisément, c'est Balachi, dans le département des Bamboutos. Je suis enseignant de formation. Je travaille ici à Montréal à l'Office de consultation publique de Montréal. Je suis analyste de commission et j'exerce aussi dans le domaine de l'enseignant. Et par ailleurs, je suis directeur du CAPAD, le Centre africain de recherche pour la paix et le développement durable. C'est un organisme à but non lucratif que j'ai fondé ici à Montréal et qui voit aussi la participation de beaucoup d'Africains. J'ai rédigé une thèse de doctorat en histoire à l'université de Yaoundé 1, intitulée Colonisation, quête identitaire, pratiques élitistes et dynamiques sociopolitiques dans les Bamboutos, Ouest Cameroun, 19e-20e siècle. En fait, j'ai choisi le 19e siècle parce que c'est un siècle qui est caractérisé dans la région de l'ouest du Cameroun par une grande turbulence guerrière. On a en mémoire les raids Balichamba, on a aussi les incursions des Bamoun, et aussi c'est un siècle au cours duquel la plupart des chefferies traditionnelles à l'ouest du Cameroun ont été fondées. Le XXe siècle, pourquoi? Parce que le XXe siècle marque à la fois la période coloniale et la période postcoloniale. J'aurais pu penser à plusieurs dates, c'est-à-dire 1903, qui correspond dans la région, dans le département des Bamboutos, à l'arrivée des Allemands. J'aurais aussi pu penser à 1933, qui correspond à la date de la publication de l'arrêté fixant le statut des chefs indigènes. J'aurais même pu penser aussi à 1960, date de l'indépendance du Cameroun, ou bien 1977 par rapport au sujet de ma thèse, qui correspond à la date de la publication du décret portant statut des chefs traditionnels. Mais j'ai pensé tout de même que le XXe siècle a ceci de particulier qu'il marque la continuité, du moins la transition dans la continuité entre la période coloniale et postcoloniale. Mon sujet porte sur, comme je l'ai dit, les dynamiques sociopolitiques, parce que je me suis dit, pourquoi est-ce que dans cette zone, c'est-à-dire ce qui aujourd'hui est connu comme le département des Bamboutos, pourquoi est-ce que dans une telle zone, on a 16 groupements, c'est ce qu'on appelle généralement les chefferies traditionnelles, de premier et de deuxième degré, on a 16 groupements, mais à la colonisation, à la fin de la colonisation, on en avait 12, mais pourquoi en un si peu de temps, il y a les structures politiques traditionnelles qui s'éclatent de façon assez spectaculaire. Et j'ai donc voulu savoir qu'est-ce qui était à la base de toute cette dynamique-là. Est-ce que c'est des facteurs externes à cette région-là? Est-ce que c'est des facteurs internes? Et je me suis rendu compte à la fin que c'était la combinaison de ces deux séries de facteurs, c'est-à-dire les circonstances de création des différentes entités politiques qu'on appelle chefferies. Il y avait aussi l'influence de l'extérieur, notamment la colonisation avec tous ces enjeux, et c'est que cela a eu comme impact sur les rapports d'autorité entre les différentes chefferies traditionnelles. Mais il y avait aussi le nouvel État créé, naissant à partir de 1961, qui avait aussi une certaine volonté de contrôle de l'espace dans un contexte où il y avait la rébellion indépendantiste menée par le principal parti à l'époque, qui s'appelait l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Il y avait aussi un enjeu fondamental qui a structuré tous ces rapports-là, c'était le parti unique, l'Union nationale du Cameroun, qui était un peu comme le parti administratif à partir duquel chaque chef devait se positionner pour être soit pour le pouvoir contesté par les nationalistes, soit être contre le pouvoir. Et enfin, il y a eu toute une dimension de l'élite qui a joué un grand rôle, parce que dans la structuration du Cameroun pour son indépendance, l'élite a joué un très grand rôle dans tous les conflits qu'il y a eu entre ces élites-là et les chefs traditionnels.
Voilà pourquoi je me suis dit, c'est important d'explorer ça, vu que je suis de cette région. Et aussi, il faut signaler que les Bamboutos, c'est quand même un département qui, à partir de 1951, se structure comme une unité administrative. Parce qu'avant, les Bamboutos, qui aujourd'hui constituent l'un des départements de l'ouest du Cameroun, de la région de l'ouest du Cameroun, étaient rattachés à la région, à la subdivision de Tchang. Et la subdivision de Tchang, aujourd'hui, a été éclatée en deux, c'est-à-dire le département de la Ménois et le département des Bamboutos. Et Mbouda, effectivement, est devenu un département en 1960 et par décret en 1961 devient un département autonome, sous le nom département des Bamboutos, lorsqu'il y a eu la réorganisation de la région Bamileke. J'ai constaté quand même un fait assez frappant, c'était l'évolution rapide du nombre d'entités politiques dans un même espace, le nombre d'entités politiques et surtout le fractionnement et l'éclatement. Et j'ai voulu par ce fait-là démêler les conflits communautaires qui existent entre ces différentes entités politiques qu'on appelle chefferies, mais j'ai aussi voulu questionner certaines représentations. Parce qu'en fait, la région de l'ouest du Cameroun est parfois considérée comme une région qui est conflictogène à cause de la pression démographique et du manque d'espace. Et j'ai voulu essayer de confronter ces représentations-là à la réalité pour voir est-ce qu'effectivement l'essentiel des conflits entre les communautés à l'ouest c'est dû au manque d'espace ou bien il y a d'autres facteurs. Et effectivement, je me suis rendu compte que dans beaucoup de villages, beaucoup de chefferies limitrophes qui sont en conflit, la population n'est même pas au courant du conflit. Les conflits sont limités au niveau des marges, c'est-à-dire les pentes des monts Bamboutos, par exemple, qui constituent une zone de terre très fertile où il y a la production agricole, les grands bassins de production comme à Galim, dans l'arrondissement de Galim. En fait, ce sont des zones d'enjeu où il y a des cours d'eau, où il y a de l'élevage contrôlé par l'élite, qui est un peu recyclé ou reconverti dans l'agriculture de plantation. Et c'est aussi le deuxième élément qui m'a poussé, c'est que je voulais voir, est-ce que le fait qu'aujourd'hui on pense que l'administration africaine est une administration extravertie se justifie toujours? Est-ce que la colonisation n'a fait que transposer les structures coloniales? Mais lorsqu'on regarde le niveau d'intégration politique qu'il y a eu dans les Bamboutos, avec cette capacité des leaders post-indépendance, des élites post-indépendance, à recycler les pratiques coloniales à leur compte pour créer les nouveaux rapports d'autorité, non seulement avec la population, mais aussi avec les autorités traditionnelles et l'administration installée. Je pense que voilà essentiellement les deux éléments que j'ai voulu essayer de démêler et c'est à peu près les résultats auxquels je suis parvenu parce qu'en fait, il y a toute une quête identitaire qui se joue parce que dans la perspective de la municipalisation, de la création des communes d'arrondissement ou des communes rurales, il y a des élites qui ont suscité l'autonomie de leur village parce que parfois les territoires des villages devenaient de facto parfois des différentes entités qu'on regroupait pour former les arrondissements et par conséquent, un village autonome qui essayait de s'ériger en arrondissement ou qui regroupait beaucoup d'autres villages pour former un arrondissement avait la possibilité que ces élites deviennent des maires, des conseillers municipaux. Donc il y avait aussi un enjeu électoral dans toutes ces batailles entre les communautés. Du moins, c'est la bataille des élites des villages qui sont finalement considérées comme les luttes entre les communautés et des groupements, alors que c'est les luttes de l'élite. En fait, ce qui est particulier au Cameroun, c'est aujourd'hui on nous parle de silence présidentiel pour montrer comment le président peut gouverner sans parler, sans s'exprimer à son peuple, même s'il y a une situation de guerre. Et ce qui est important au Cameroun dans la notion centre-périphérie, c'est de questionner le système de légitimité du pouvoir politique. En fait, la légitimité ne repose pas sur le pouvoir du peuple, avec une certaine proximité avec le peuple. Mais la légitimité repose sur un système de relais qui s'est mis en place, c'est-à-dire que le président de la République, dans chaque région, nomme un ministre ou
un représentant qu'il contrôle, et ce représentant a la responsabilité de s'imposer comme l'homme fort de la région et chapeaute aussi des hommes forts dans chaque arrondissement et dans chaque département. Ça fait en sorte que le président n'a pas besoin d'avoir l'assentiment de la population. Il a besoin de contrôler l'homme fort de la région, l'homme ou les hommes forts de la région qui parfois sont répartis à une personnalité forte, qui est parfois ministre ou DG de société d'État dans un département. Et dans chaque arrondissement, il y a des sous-hommes forts. Ça fait en sorte que l'architecture qui est un peu pyramidale et très structurée permet au président de contrôler des personnes dans chaque région et par arrondissement et par département. Ça fait en sorte que la légitimité ne repose plus forcément sur la quête d'un assentiment populaire. Pendant les élections, les responsables, les membres, par exemple, du comité central, les gens qui conduisent les délégations des comités centraux du parti au pouvoir, ont la responsabilité d'aller faire élire le président dans leur région et ils prennent avec et les instruments de l'État et les sous-préfets, les gouverneurs, chacun se retrouve comme dans l'obligation de s'assurer de la victoire du parti au pouvoir. Et ça fait en sorte que c'est un peu un jeu du centre et de la périphérie parce que ces mêmes acteurs qui sont parfois des maires, des élites, sont dans la capitale pour la plupart à Yaoundé ou bien dans la grande ville capitale économique Douala et chaque week-end sont au village et maintiennent un certain lien et à travers eux, le président contrôle la superstructure de l'État. Donc, il n'a pas besoin de légitimité populaire parce qu'il a déjà un système des périphéries qu'il contrôle à partir du centre. C'est un phénomène qui a commencé avec la colonisation, qui s'est poursuivi lorsque les administrateurs coloniaux contrôlaient les chefs traditionnels. Ils savaient qu'avec l'autorité traditionnelle, le chef allait contrôler la population. Et vous allez voir que les chefs qui n'ont pas été en mesure de contrôler leur population ont été soit évincés, soit remplacés par ceux qui avaient cette capacité de contrôler pour le compte de l'administration. Et le président Ahidjo a recyclé ce système qui reposait sur les chefs traditionnels, leur a donné un statut, et ce statut a été validé par le président. Les chefs traditionnels aujourd'hui au Cameroun sont des auxiliaires d'administration et sont payés par l'État. Ils ont un salaire. Ça fait en sorte que le chef est au cœur d'une triple légitimité ou illégitimité, parce que est-ce que je sers le pouvoir central qui me reconnaît comme chef? Est-ce que je sers la population? Est-ce que je suis le dépositaire du pouvoir traditionnel? Est-ce que je suis les trois? Et dans cette logique de fonctionnalisation des chefs traditionnels qui a commencé avec la colonisation, comme une partie des relais, il y a donc des conflits parce que chacun se bat pour être chef. Parce que dès que tu es chef et reconnu par le sous-préfet et dans l'arrêté préfectoral, tu as droit au salaire. Et c'est assez spectaculaire, mais c'est tout un système qui repose parfois sur des réseaux qui sont même rituels, finalement. Vous savez, je viens de vous dire que la structuration de l'État, la structuration actuelle de l'État repose sur des différents segments de la population qui sont comme des relais. Et dans cette façon d'être structuré, il y a une interférence entre l'élite, les chefs, les autorités administratives dans la résolution des conflits. C'est-à-dire que si un conflit repose sur les intérêts d'une certaine élite, on aura de la difficulté à le résoudre parce que l'élite a un poids sur le sous-préfet, sur le préfet, et il y a des élites centrales du coin suffisamment puissantes pour mettre un sous-préfet ou un préfet en difficulté. Or, le sous-préfet, le préfet sont d'abord les acteurs de premier plan sur le terrain pour résoudre les conflits entre les communautés. La deuxième, c'est aussi le conflit de légitimité entre les approches traditionnelles, les méthodes traditionnelles de résolution des conflits et les méthodes modernes, c'est-à-dire qui reposent sur du juridique ou bien sur l'administratif. Et lorsqu'il n'y a pas toujours congruence entre ces différentes approches, ça pose beaucoup de problèmes. Et aussi, je vous ai dit, beaucoup de conflits sont localisés dans des secteurs de production.
de l'agriculture et ces moyens de production, que ce soit même l'élevage, sont contrôlés par l'élite. Parce qu'on voit derrière les bœufs des Bororo, mais les Bororo ne sont pas propriétaires des troupeaux. Les Bororo ont été recyclés dans des dynamiques locales et travaillent maintenant pour des élites. Et dans beaucoup de villages sur les pentes du mont Bambutos, les Bororo constituent désormais même des sous-chefferies qui sont incorporées. C'est-à-dire que le territoire occupé par les Bororo est érigé en sous-chefferie et ces Bororo siègent même dans des conseils de palais, dans des chefferies traditionnelles contrôlées par beaucoup d'élites. Ça fait en sorte qu'il devient très très difficile pour l'État de résoudre les conflits intercommunautaires parce que parfois c'est difficile de faire la distinction entre l'élite ou certaines élites qui sont derrière ces conflits, qui les alimentent, et l'administration. En fait, le Cameroun est à la croisée des chemins aujourd'hui et il fait face à deux enjeux sécuritaires majeurs au-delà de la crise sociopolitique qui représente aussi tout de même un enjeu. Le premier enjeu, c'est un enjeu à l'extrême nord du Cameroun qui voit, n'est-ce pas, le pays être attaqué de toutes parts depuis 2004 par la secte 2012 par la secte islamiste Boko Haram. Je pense que c'est un enjeu qui est lié à des multiples facteurs. Il y a la question de la pauvreté à l'extrême nord. Il y a aussi des enjeux politiques et de pouvoir. Parce que beaucoup pensent que derrière la question de Boko Haram se jouent aussi les luttes de pouvoir pour le contrôle des territoires par certaines grandes élites du Nord. Il y a aussi les questions de caste. Parce qu'en fait, derrière la question de Boko Haram, il y a aussi des questions de délit de faciès. Parce que si je me fie à pas mal d'articles de journaux qui ont été publiés par l'Œil du Sahel, qui est un organe, qui est une presse locale, il y a tout comme une indexation des Kanouris. Des Kanouris qui sont un peuple à l'extrême nord du Cameroun qui se retrouve aussi au Nigeria, c'est-à-dire les peuples transfrontaliers, un peu comme les Fang au Gabon, qui se retrouvent au Cameroun, au Gabon et parfois en Guinée équatoriale. Il y a aussi un enjeu économique, parce que derrière Boko Haram, il y a aussi le phénomène d'une économie criminelle, de trafic, de stupéfiants, de coupeurs de routes, d'enlèvements, de prébendes, etc. Voilà globalement les trois enjeux, c'est-à-dire il est communautaire, il est politique, il est sécuritaire, il est même économique parce que les enjeux de pauvreté. Au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, ce qu'on appelle le NOSO, généralement au Cameroun, les deux régions anglophones du Cameroun, il y a en fait un contentieux historique qui n'a pas encore été soldé, qui a traversé le temps et qui, à des cycles de 10 ans, de 15 ou 20 ans, se manifeste en fonction des nouveaux enjeux, en fonction des nouveaux contextes. Il y a aussi, derrière cette crise anglophone, une question de la marginalisation qui ne peut pas être mise de côté. Pour prendre un exemple simple, le Cameroun est un État centralisé, unitaire décentralisé. Vous avez le président de la République. Il faut le reconnaître, ce sont des faits. Il est francophone. Vous avez le président du Conseil constitutionnel, il est francophone. Vous avez le directeur du cabinet civil. Vous avez le secrétaire général à la présidence de la République, ils sont tous francophones. Vous avez le président de la Cour suprême, c'est un francophone. Vous avez le président du Conseil économique et social, c'est un francophone. Vous avez comme première véritable personnalité anglophone le Premier ministre. Or, dans la structuration gouvernementale au Cameroun, le Premier ministre met en œuvre la politique définie par le chef de l'État. Donc, le véritable pouvoir, le chef d'état-major des armées, c'est un francophone. La structure névralgique du pouvoir est contrôlée par les francophones. Dans un pays bilingue et dans un pays aussi qui, à un moment donné, était une république fédérale. Parce que de 1961 à 1972, le Cameroun est une république fédérale. C'est-à-dire qu'il y avait un État fédéré du Cameroun occidental, la zone anglophone, les deux qui sont aujourd'hui les deux régions anglophones, et la République orientale du Cameroun, c'est-à-dire le Cameroun francophone. Et en 1972, il y a eu un référendum, un coup de force politique,
parce que la Constitution de 1961 disposait qu'on ne pouvait pas toucher à la forme fédérale de l'État, mais il y a eu avec l'autoritarisme d'Ahidjo et quelques négociations avec des grandes familles des régions anglophones, une certaine évolution de la situation, et on s'y retrouvait en 72 avec un référendum. Mais pour dire que si on veut s'en tenir aux faits, peut-être si on veut être beaucoup plus un positiviste qui regarde les faits tels qu'ils sont, l'État est majoritairement contrôlé par les francophones. Et c'est un mobile d'insatisfaction pour les anglophones, et cela, c'est tout un contentieux historique, en fait. Je vous ai parlé de deux grandes crises, Boko Haram et la question anglophone. Je vais vous donner une phrase. Le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, qui, au pêchoir de l'Assemblée nationale, nous dit « Boko Haram est parmi nous ». Là, c'est un parlementaire qui a la légitimité populaire qui parle et qui est président de l'Assemblée nationale depuis plus de 20 ans et qui est du Septentrion, c'est-à-dire de la région qui est attaquée par Boko Haram et qui est en plein Yaoundé. Du pêchoir à la tribune parlementaire dit « Boko Haram est parmi nous ». Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a jamais véritablement dit qui est ce Boko Haram qui est parmi nous. Est-ce pour dire qu'il y a des velléités? Est-ce pour dire qu'il y a des leaders, peut-être même du régime, qui financent ou qui sont quelque peu complices de cette situation? Personne n'en sait rien. Et ce qui est sûr, lorsque la question de Boko Haram a éclaté, il y a les élites de la Lekié, qui est un département du centre du Cameroun, qui ont écrit pour dire que ce qui se jouait à l'extrême nord, c'était une façon pour l'élite du nord de récupérer le pouvoir, de mettre à mal le pouvoir de Yaoundé. Ça, c'est les gens du système qui parlent. La deuxième préoccupation, c'est qu'il y a presque un mois, il y a le vice-président du SDF, le Social Democratic Front, l'ancien véritable parti leader de l'opposition, qui a commis un communiqué pour dire que dans la zone anglophone, il y a ce qu'on appelle les faux Amba Boys, c'est-à-dire les milices parallèles. Parce qu'en fait, dans la région anglophone, il y a les Amba Boys qui mènent une lutte, une révolution, une lutte armée contre les forces gouvernementales. Et quand le vice-président d'un grand parti de l'opposition dit dans un communiqué de façon formelle, il y a à peine un mois, qu'il y a des pontes du régime qui entretiennent des bandes parallèles, des bandes armées parallèles dans la région anglophone, ça fait quand même deux orientations assez troubles par rapport à ce qu'on a déjà entendu. Et je dois dire que ça devient assez complexe de se dire pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à résoudre ces crises. Est-ce que la volonté, c'est de la résoudre? Est-ce que, comme toute guerre, elle ne profite pas à une quelconque partie que ce soit? Qui est à la base de cette guerre? Quelle est la finalité? On ne peut que spéculer. Mais quand des officiels, quand des hommes politiques, et ce vice-président, Yoshua Oshi, pour le nommer, qui fait ce communiqué et le dit, il est aussi député. Donc, quand un député, président de l'Assemblée nationale, dit que Boko Haram est parmi nous, quand un député anglophone dit qu'il y a des pontes du régime, parfois anglophones, qui financent tout ce qui se passe dans le nord-ouest en partie, c'est-à-dire certaines bandes armées parallèles, il y a question de se demander, en fait, à qui profite le crime. Je crois que tant que ces deux problématiques ne sont pas élucidées, il est difficile de penser qu'on aura une solution assez rapide. Pour ne pas être très angélique, je pense que de par ces caractéristiques, c'est-à-dire les caractéristiques de cette crise, de par ces mutations au cours des dernières années, peut-être ces 3 dernières années, et de par aussi ces tentacules extérieurs avérés, non avérés, supposés ou projetés, elle reste une guerre fratricide. C'est-à-dire, quelles que soient ces connexions internationales, il reste que ce sont des Camerounais qui s'entretuent entre eux. Elle reste une guerre fratricide entre, je ne vais pas dire entre les francophones et les anglophones, mais entre l'armée camerounaise et les sécessionnistes anglophones qui ont pris les armes. Et lorsqu'on parle de guerre fratricide, ça touche à la notion de confiance.
Et je pense qu'aucune des parties, ou ces deux parties seules, ne peuvent pas trouver une solution définitive. Lorsqu'une guerre est fratricide, les deux mêmes enfants ne peuvent pas s'asseoir à la même table de leur propre gré. Il faut une troisième entité, c'est-à-dire une médiation. Maintenant, quelle est la forme que peut prendre une telle médiation? Il y a plusieurs hypothèses. Elle peut être une médiation centrafricaine, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique centrale, ce qui serait contre-productif parce que c'est une crise qui est déjà internationalisée. Elle peut être africaine. Maintenant, est-ce que l'Union africaine a suffisamment de leadership pour cela? Elle peut être même tripartite, c'est-à-dire Union européenne, Union africaine et ONU. Et je pense que c'est ça, ce sera ça la solution peut-être. Et ça nécessite donc, in fine, un dialogue inclusif. Maintenant, c'est quoi le dialogue inclusif? Quand on dit inclusif, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la crise globale que connaît le Cameroun ou bien par rapport à la question anglophone seulement? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut résoudre simplement la question anglophone et résoudre la question camerounaise qui finalement devient multiforme? Mais je pense qu'il y a une particularité pour le problème anglophone et comme dans toute résolution de crise, il y a les entrepreneurs de la guerre. Il y a des gens qui profitent de cette guerre, que ce soit au niveau de la hiérarchie militaire, au niveau de certains pontes du régime, parce qu'il faut avouer qu'on est dans une phase pré-transitoire avec le président qui a un peu plus de 87 ans. Je pense qu'un peu plus de 86 ou 87 ans. Et naturellement, on s'apprête à avoir un changement, qu'il soit lointain ou proche au Cameroun. Donc, cette crise s'enchasse dans des enjeux de post-pouvoir, post-régime, etc. Et le dialogue inclusif ici, quelles que soient les parties, devra affronter les risques, c'est-à-dire les gens qui pourraient faire dérailler le processus. Maintenant, est-ce que parce que certaines parties peuvent faire dérailler le processus, il faut rester tranquille? Je pense qu'il faut trouver la masse critique qui va être en mesure de garder le cap, même s'il y a des acteurs qui aimeraient bien faire dérailler le processus. Est-ce qu'on peut parler juste de dialogue sans parler de la réforme globale de l'État en termes institutionnels, en termes structurels, en termes législatifs? Ce serait vraiment assez difficile. C'est vrai, en tant que Camerounais, moi, je me nourris des exemples de l'histoire parce que j'ai quand même fait ma thèse en histoire. C'est une hypothèse qui n'est pas exclue dans le cas du Cameroun. À partir du moment où les institutions ne semblent pas suffisamment fortes, crédibles et autonomes pour se passer de la figure du président. Parce que quand vous regardez dans l'histoire des grands peuples, les hommes forts comme De Gaulle, qui a été à la base de la Ve République, a été broyé avec les événements de mai 68 par les mêmes institutions fortes qu'il a créées. Alors, l'institution est devenue plus forte que De Gaulle à la fin de sa vie. Mais au Cameroun, c'est l'inverse. On a créé des institutions qui étaient dites fortes, mais en fait qui étaient au service des individus qui jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure, presque au soir de leur vie, représentent encore l'image qui garantissent la stabilité et l'unité de ces systèmes. Et par conséquent, des institutions qui ont comme figure présidentielle la raison de leur stabilité ne peuvent pas garantir une transition pacifique dans des circonstances où la dévolution pacifique du pouvoir n'est pas toujours voulue par tous les acteurs. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé avec l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, lorsqu'on regarde les discours de certaines catégories d'acteurs, que ce soit les entrepreneurs politiques ou sociaux, il est difficile de penser que les choses se passent dans des bonnes conditions, surtout que dans certains pays, le président partant avait structuré son remplaçant. C'est-à-dire qu'au Cameroun, même si le président Paul Biya avait une idée de quelqu'un qui l'aimerait parrainer, ce n'est pas public, c'est très opaque, c'est très secret, contrairement à des pays comme le Venezuela, où Chavez, au soir de sa vie, avait déjà structuré clairement Maduro. Tout le monde savait, le système savait que après Chavez, c'est Maduro, il avait déjà donné son onction, mais au Cameroun, c'est des secrets. Il y a eu tellement de dauphins
qui ont été broyés par le même système, annoncés dauphins broyés, écroués en prison, annoncés dauphins broyés, écroués en prison. Finalement, il n'y a pas une grande lisibilité. Et je pense que l'une des plus grandes variables, c'est l'état de santé du président, c'est son âge et c'est les multiples incertitudes qui ne font que s'accumuler avec aussi quelques convoitises extérieures avec les grandes puissances du fait des ressources. C'est évident. Je pense que sur cette question, je serai un peu plus ou moins réservé et j'observe encore, mais tous les indicateurs ne sont pas ouverts. C'est vrai que pendant longtemps, je me suis intéressé au rapport de l'Afrique avec le monde, c'est-à-dire la problématique de la Chine-Afrique, la problématique de la France-Afrique, les enjeux de le redéploiement des puissances en Afrique, au-delà des enjeux sociopolitiques que j'ai examinés dans ma thèse. Mais aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup plus à l'influence de la diaspora sur la politique étrangère des pays d'Amérique du Nord, notamment le cas canadien qui m'intéresse actuellement comme étude de cas. Et c'est beaucoup plus à cela que je consacre mon temps, le temps consacré à la recherche, parce que je travaille à temps plein et je dois faire la recherche. Ce n'est pas toujours évident, mais je m'intéresse vraiment à l'impact, l'influence des communautés, des organisations diasporiques africaines sur la politique étrangère du Canada plus particulièrement et du Québec aussi, qui est une province du Canada. C'est vrai que la forte balkanisation que l'on vit sur le continent africain se transpose même au sein de la diaspora africaine à l'étranger. Parce que quand vous regardez les communautés et les organisations diasporiques africaines ici au Canada, elles sont très fragmentées et elles sont très diversifiées. C'est-à-dire qu'il y a une diversité de profils des gens qui sont dus à la diversité des parcours d'intégration. Vous avez des gens qui sont ici parce qu'ils sont des immigrants économiques. Vous avez des gens qui sont là à cause d'un regroupement familial. Vous avez des gens qui sont des réfugiés. Vous avez des gens qui sont venus comme des étudiants et qui, à la fin de leurs études, sont restés. Donc, il y a une diversité des parcours migratoires et des parcours d'intégration. Vous avez des gens qui ont bien réussi sans avoir besoin de l'aide de leur communauté. Vous avez des gens qui n'ont pas réussi. Vous avez des gens qui ont laissé beaucoup de choses dans leur pays et qui ont été obligés de se retrouver ici comme des exilés. Ça fait en sorte que leur rapport avec leur pays d'origine est très divers. Certains sont des pourfendeurs des régimes, d'autres sont des défenseurs des régimes en fonction de la situation de chacun. Et tout ceci a un impact important sur la capacité de faire corps. En fait, c'est une foule qui n'arrive pas encore à faire foule. Et quand vous ne pouvez pas vous structurer en réseau, dans des pays comme en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, c'est très difficile d'impacter. Ça fait en sorte que les logiques, les guerres tribales, ethniques, les dissensions tribales, ethniques rebondissent dans le management des organisations, des associations africaines de beaucoup de pays ici au Canada. Les luttes politiques et les différents camps politiques, ça a un impact direct. Lorsqu'on regarde la situation de la diaspora ivoirienne, la diaspora camerounaise, la diaspora congolaise, les gens sont braqués. Est-ce que tu es pro-pouvoir? Est-ce que tu es pro-opposition ou pro-pouvoir qui a été renversé? Tout cela a un impact et dans ce fonctionnement en silo, vous ne pouvez pas aller assez loin parce que vous êtes en lutte dans le même champ, le champ des organisations diasporiques qui luttent pour influencer la politique. Il faut d'abord une certaine légitimité dans votre champ, c'est-à-dire en tant que reconnaissance comme organisation africaine, reconnue par des communautés africaines. Et c'est à partir de ce moment que vous luttez dans un autre champ avec les organisations des pays de l'Europe de l'Est, de l'Asie, de l'Amérique latine. Ça fait en sorte que vous avez une double difficulté. Et ce n'est pas toujours évident. Je pense que les diasporas, notamment africaines, ici au Canada, pour le cas du Canada, devraient pouvoir jouer un grand rôle. Du moins, les organisations diasporiques devraient jouer un grand rôle dans la régionalisation de l'immigration.
Parce que lorsque les immigrants arrivent, ils ont tendance à se recroqueviller dans les grands centres urbains et parfois n'ont pas accès aux opportunités qui sont offertes en région. Je pense que les organisations diasporiques, à travers un bon filet de solidarité, pourraient faciliter non seulement l'intégration des communautés qui arrivent, des nouveaux arrivants, qu'ils soient réfugiés whatever, ou des étudiants, mais ils peuvent aussi faire un travail de veille. Le travail de veille, c'est quoi? C'est-à-dire que les organisations diasporiques ici peuvent aussi aider à déconstruire certaines représentations négatives qu'on a de l'Afrique et qui persistent jusqu'aujourd'hui, même ici. C'est-à-dire qu'au lieu de se mettre en bataille pour des positions, pour des luttes politiques nationales qui se redéploient ici, il faut jouer ce rôle de veille stratégique. Il faut aider à déconstruire certaines réalités et certaines représentations qu'on a construites ici. Et ça passe aussi par la valorisation. Il faut être des ambassadeurs, c'est-à-dire valoriser ce qui se fait de bien en Afrique, valoriser ce qui se fait de bien dans leurs communautés respectives, et ce n'est pas toujours le cas. Ils peuvent aussi être des entremetteurs, c'est-à-dire qu'il y a des partenaires d'affaires ici qui veulent investir, mais la diaspora peut être un relais important. Seulement que dans quelques cas, par rapport à la littérature et par rapport à quelques investigations dans le cadre de mes travaux, on va se rendre compte que beaucoup plus de gens se sont servis de l'organisation diasporique de leur pays qu'ils occupent pour aller mettre à mal quelques personnes qui auraient pu investir en Afrique, et ce n'est pas toujours très réduisant. C'est vrai que lorsqu'on parle de diaspora africaine, on se cantonne beaucoup plus à la question des transferts de fonds. C'est-à-dire tous ces transferts d'argent qu'on envoie par Western Union, MoneyGram, dans nos pays sans publicité bien sûr, dans nos pays respectifs. Mais je pense que ces transferts de fonds ont une utilité variable d'un pays à l'autre. La masse globale est importante, mais l'impact sur les projets de nature collective est très réduit. C'est le transfert en direction des familles nucléaires ou de la petite famille large au pays. Certaines diasporas, notamment en Afrique de l'Ouest, sont de plus en plus structurées et financent des projets communautaires, c'est-à-dire à l'échelle d'un département, à l'échelle d'un village. Mais je pense qu'aujourd'hui, la diaspora africaine, si je prends le cas de celle qui est ici, la diaspora africaine au Canada, devrait jouer un grand rôle dans la coopération décentralisée. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin seulement de faire des transferts de fonds à sa famille, mais on doit pouvoir permettre aux mairies ici, aux entités municipales ici, d'établir les relations bénéfiques avec les communautés ou bien les arrondissements, les villages dans nos pays. Et cette coopération décentralisée permet aussi d'esquiver un filet supplémentaire de corruption qui se passe généralement dans des grands ministères, etc. Il y a aussi un rôle important qu'ils peuvent jouer au niveau de la circulation de la connaissance. Nous sommes à l'ère de l'économie de la connaissance et je pense que l'Afrique doit avoir besoin du transfert de technologies, pas seulement du transfert de technologies, mais d'une communication des connaissances avec sa diaspora. Et même étant ici à travers les technologies numériques, on peut créer des dispositifs qui permettent à la diaspora, même étant ici, de contribuer dans des projets de développement en Afrique. Pour cela, il faut des conditions et c'est à cela qu'il faut que les Africains s'attellent. Certains pensent que la diaspora africaine joue plus un rôle d'alimentation de conflits que de médiateur ou pacificateur. Est-ce que vous partagez cette perception? Comme je l'ai dit, la situation le rapport de la diaspora au pays de départ ou au pays d'origine est assez variable. Justement, les groupes diasporiques qui se retrouvent ici à cause des conflits n'ont pour seule ambition, pour seule véritable envie que de voir tomber le régime qui les a privés de leurs terres. Parce que lorsqu'on est à l'extérieur, il y a une forme d'arrachement. Quelles que soient les conditions de vie quelles que soient les conditions dans lesquelles on vit, il y a toujours comme une perte de quelque chose. Et quand c'est dû à des conditions politiques, les gens ne travaillent que pour faire tomber les régimes. Donc, c'est vrai, ces groupes diasporiques qui sont ici à cause des conditions qui les ont forcés à quitter, travaillent pour chuter les régimes, quitte à financer, quitte à aider des mouvements rebelles, etc. Et il y a aussi les circonstances et le contexte, les conditions les circonstances même
Et il y a aussi ce qu'on appelle la réaction à des tragédies. Je vous prends un exemple. J'ai vu circuler dans une vidéo il y a quelques jours, il y a quelques semaines, 2 semaines environ, un bébé de 4 mois dont la tête a été éclatée par des balles au Cameroun, dans la région anglophone. Sans pouvoir dire si c'est des militaires ou si c'est des Amba Boys. Imaginez que ce soit un membre de votre famille et que vous êtes aux États-Unis ou au Canada. Vous avez d'abord le sentiment de rancœur, de vengeance. Et pour vous, vous prenez, ça devient une cause culturelle anglophone que vous portez. Et si vous n'avez pas la capacité de vous mettre au-dessus de cette violence, de cette haine, de ce ressentiment, vous pouvez basculer facilement dans un camp comme dans l'autre. Donc je pense que la diaspora, effectivement, africaine, a joué un grand rôle dans l'accentuation de certains conflits, dans la création de certains conflits, mais ça dépend du rapport de cette catégorie des membres de la diaspora, et ça repose aussi sur les facteurs qui ont fait en sorte que ces gens se retrouvent dehors. Donc c'est assez variable. Effectivement, j'ai été étudiant dans plusieurs universités du Cameroun, Yaoundé 1, Yaoundé 2, École normale supérieure aussi en passage. J'ai aussi fait plusieurs universités, que ce soit en Italie, aux États-Unis et actuellement au Canada aussi. Et je pense que l'un des éléments qui m'a beaucoup marqué, c'est le rapport au savoir. C'est-à-dire que les principes d'évaluation sont encore biaisés dans une certaine mesure, dans certaines disciplines. Et il y a aussi cette forme de, je ne sais pas si c'est cette sensation que les enseignants connaissent tout et que les étudiants doivent juste encaisser la connaissance. C'est-à-dire c'est un modèle de transmission et non de communication des connaissances. Et parfois on va même jusqu'au pédantisme dans certains départements, c'est-à-dire des enseignants qui croient généralement on entend dire après le ciel, après Dieu, c'est du nuage et après moi et après le reste. C'est des propos qu'on entend souvent. Il y a aussi ce rapport des étudiants, des anciens aux étudiants. C'est-à-dire qu'il y a trop de révérence. Je ne dis pas, il y a un aspect culturel, le respect, mais ici, quand on appelle les enseignants, le professeur émérite, les grands théoriciens avec leur prénom, ce n'est pas un manque de respect. C'est juste que parfois même, c'est un peu avilissant. C'est-à-dire que vous avez des étudiants qui sont des éternels enfants, etc., qui sont traités comme tels, tout au moins. Et il y a un élément aussi, c'est l'impact social, c'est-à-dire la mission sociale de l'université. On ne voit pas l'ancrage de la recherche dans la réalité, dans la transformation de la vie des collectivités. Lorsque vous prenez le cas du Québec, du Canada ou du Québec particulièrement, que je connais déjà, du moins passablement, vous allez vous rendre compte que les grandes révolutions, les grands changements, les grandes transformations ont été menés par des groupes accompagnés par des universitaires. Pas dans la clandestinité, mais qui, de façon claire, prenaient position et accompagnaient les transformations sociales. Vous avez beaucoup d'innovations sociales qui ont été portées par les universités. Chez nous, on a les intellectuels du palais, les universitaires de la primature, qui sont juste là pour accéder au poste de conseiller technique du ministre, du premier ministre, du président, qui roulent carrosse, qui se moquent de leurs collègues, mais on ne voit pas l'impact avec ces crises qui se multiplient, parfois aux solutions pas aussi complexes que ça. Mais on ne voit pas l'impact. C'est devenu comme une forme de stratification sociale. Qui sera l'enseignant parmi au département qui va être nommé conseiller technique de tel. Et c'est des pratiques. Donc cet impact social-là n'est pas toujours présent. Et je pense que l'université aujourd'hui, pour le cas du Cameroun que je connais assez bien, est devenue un champ de lutte. C'est-à-dire que les batailles ethniques, les contingences politiques, sociales, se sont déployées à l'université avec des systèmes de favoritisme encore extrêmement présents, même dans la promotion. Vous allez voir dans des universités des gens qui n'ont pas achevé des thèses, qu'on fait soutenir et directement le lendemain, on positionne lors des recrutements, alors qu'il y a certains qui ont fini des thèses il y a 5 ans, 6 ans, qui déposent des dossiers et ne sont même pas admissibles pour passer des auditions. Vous avez des thèses inachevées, c'est-à-dire des thèses inachevées, non
je dis bien inachevé, c'est-à-dire grand tas, on laisse l'espace parce que les délais arrivent, il faut qu'on dépose rapidement les dossiers, on est parrainé, on est coopté par tel, ou des gens qui soutiennent le lendemain, ils déposent, ils sont recrutés, alors que les gens qui ont donné les responsables, les docteurs, qui ont donné les TD, les travaux dirigés à tous ces jeunes depuis la troisième année, sont encore là à attendre, mais le lendemain qu'ils ont soutenu, ils sont recrutés. Et c'est des phénomènes assez malheureux que les positions politiques, les origines ethniques, claniques, parfois affectent même la capacité de travail des universités ou bien des étudiants en cycle de recherche. On a encore des gens qui finissent la thèse après évaluation, attendent 3 ans, 4 ans pour soutenir. La mienne, j'ai attendu 2 ans. Je ne suis qu'un cas parmi tant d'autres. Il y a des gens qui ont attendu 5 ans que je connais. Je peux citer des noms, mais je préfère ne pas le faire. Mais c'est des cas que tout le monde connaît. Et c'est ça qui est un peu déplorable par rapport à ce haut lieu que devrait être une université. Janati de